Arrivé à Moscou le 8 juillet, le Premier ministre indien Narendra Modi a décrit la Russie comme l'ami de tous les temps de l'Inde et salué le rôle de premier plan joué par Vladimir Poutine dans le renforcement des relations bilatérales au cours des 2 dernières décennies. Le Premier ministre a également déclaré que pendant longtemps, le monde a connu un ordre mondial centré sur l'influence et d'ajouter, mais ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est de fusion et non d'influence, et personne ne peut transmettre ce message mieux que l'Inde, qui a une forte tradition de culte de la fusion, appelant ainsi à une sorte de convergence et de coopération. Lors d'une rencontre avec la diaspora indienne à Moscou le 9 juillet, Modi a souligné que les Indiens en Russie renforcent les liens bilatéraux, contribuent au développement de la société russe et d'ajouter, dès qu'ils entendent le mot Russie, tous les Indiens pensent que c'est un ami fiable, un ami dans la joie et dans la peine. Il convient de noter que les États-Unis ont fait part à l'Inde de leur inquiétude concernant ses relations avec la Russie, a déclaré lundi un fonctionnaire du département d'État à la presse. L'Inde a toutefois rejeté les préoccupations du département d'État, soulignant qu'elle a toujours appelé au respect de la Charte des Nations Unies, y compris l'intégrité territoriale et la souveraineté. Il n'y a pas de solution sur le champ de bataille. Le dialogue et la diplomatie sont la voie à suivre. La visite du Premier ministre indien à Moscou a été précédée par des événements d'une extrême gravité. En effet, le 26 mai dernier, alors que l'armée russe menait des exercices faisant intervenir des armes nucléaires tactiques, un drone ukrainien est parvenu à frapper une station radar d'alerte avancée à Voronezh M, située dans la ville d'Orsk, dans la région d'Orenbourg. Une cible qui se trouvait à près de 1800 km. Le système en question permet de détecter les missiles balistiques et de croisière en cas d'attaque nucléaire extérieure. Un autre système russe d'alerte précoce dédié aux armes nucléaires a été également endommagé lors d'une attaque d'un drone ukrainien également dans la nuit de mercredi à jeudi 23 mai. Également, le Premier ministre slovaque Robert Fico a été victime d'une tentative d'assassinat le 15 mai dernier, alors qu'il a pris des positions extrêmement critiques à l'égard de l'interprétation dominante de la guerre russo-ukrainienne. Et ensuite, l'ex-président Donald Trump, candidat républicain à l'élection américaine de novembre, a été lui aussi la cible d'une tentative d'assassinat samedi 13 juillet. Il a été évacué d'un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie, du sang visible sur son oreille droite, après que plusieurs détonations ont été entendues. C'est le Premier ministre slovaque, Robert Fico, qui a mis en exergue des similitudes qu'il voit entre l'attaque contre Donald Trump et celle dont il a lui-même été victime. Je cite, le scénario comme photocopié, a-t-il estimé sur son site Internet. Cette tentative d'assassinat contre Trump est survenue quelques jours après la tenue du sommet de l'OTAN du 9 au 11 juillet à Washington. Un sommet dont les résultats présagent d'une activité militaire accrue aussi bien contre la Russie que la Chine. Il est intéressant de noter que cela s'explique par les critiques adressées à la Chine pour son soutien aux efforts militaires de la Russie. Enfin, le 5 juillet, le Premier ministre hongrois et actuel président de l'Union européenne, Viktor Orban, s'est rendu en Russie pour tenter une médiation entre Moscou et Kiev en vue d'arrêter le conflit armé qui dure depuis février 2022. La Hongrie est en train de devenir le seul pays d'Europe capable de parler à tout le monde, a-t-il affirmé. Après 3 heures d'échange avec Vladimir Poutine, il a déclaré que les positions sont très éloignées, soulignant néanmoins qu'un pas important avait été franchi et qu'il poursuivrait ses efforts. Nous avons eu une conversation franche et utile, a déclaré pour sa part le président russe, dont les exigences n'ont pas varié, à savoir le retrait total de tous les soldats ukrainiens des républiques populaires de Donetsk et Lugansk et des régions de Zaporozhye et Kherson.
Alors, comment lire ces événements et les enjeux et les probables répercussions qu'ils suscitent sur le plan international? Qu'en est-il de la perspective de la tenue du sommet des BRICS plus en octobre à Kazan en Russie? Quid de l'avenir de l'Afrique dans cette nouvelle tectonique géopolitique qui se dessine dans le monde? Réponse dans quelques instants avec mon invité Bertrand Scholler, géopolitologue diplômé de Sciences Po Paris et conseiller en stratégie. Bertrand Scholler, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal, hein, merci de m'inviter. Et effectivement, comme vous l'avez souligné en introduction, il y a une actualité très riche et même si on essaie d'être exhaustive comme vous l'avez été, c'est impossible. Parce Oui. que, en fait, si on voulait décrire un peu les événements récents, bon, d'une part, il y a eu la visite de Modi, puisqu'il est Mais un peu au j'aimerais centre. d'abord vous poser la première question et puis D'accord, je vous laisse développer. merci. Voilà. Alors, selon les médias russes, Bertrand Scholler, la position de la Russie sur la crise ukrainienne et la nouvelle euh, et la, et la nouvelle Russie, c'est-à-dire les territoires qui ont rejoint la Russie après les référendums, a été exposée à Modi de manière assez détaillée, de sorte que même s'il a abordé les pourparlers de paix, c'est-à-dire pour résoudre la crise, il a fait plutôt délicatement, se contentant de proposer l'aide de l'Inde si cela s'avérait nécessaire. Puis, le Premier ministre indien a préféré discuter de la coopération de longue date en matière de défense, qui fait qu'il est difficile de remplacer la Russie dans le secteur de la défense en Inde, du moins à court terme. Et il convient de noter que selon les données du CIPRI, Israël représente la plus grande part des importations d'armes d'Inde à 48%, tandis que la Russie arrive en deuxième position à 28%, alors qu'il y a 10 ans, sa part était d'environ 70%. Donc, il est donc plus juste de parler non pas de début, mais de rétablissement des relations dans la coopération technico-militaire. Alors, Bertrand Scholler, je vous laisse développer. Qu'en pensez-vous de tous ces événements? Comment se sont enchaînés et par rapport à la logique du mondialisme et de la globalisation et ceux qui la contrôlent? Puis, quel message envoie cette visite au monde, notamment occidental? Alors, peut-être pour revenir un peu sur votre introduction et donc cette question, euh, Modi était à Moscou il y a quelques jours. Mhm, Et dans le cadre de la visite, donc il y a eu pas mal d'échanges, mais surtout Modi a reçu la plus haute distinction mhm, pour une personne civile que la Russie peut remettre à quelqu'un. Donc c'était un geste et un signal très fort de la part de Vladimir Poutine à Modi, qui, pour dire, l'Inde et vous-même en tant que personne qui y venez de regagner des élections, puisqu'il y a beaucoup d'élections cette année, hein. mhm. Mexique, Argentine, Angleterre, France, États-Unis, Russie, puisque Vladimir Poutine a également été réélu cette année. Et, et donc, c'était, en fait, l'Inde est très courtisée. Vous avez bien dit, au début de la période récente, la Russie était le principal fournisseur d'armes à l'Inde. Aujourd'hui, c'est Israël. Mhm, Et dans le cadre de la guerre qui se déroule à Gaza, l'Inde a pris une position relativement en décalage avec les BRICS. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de pays candidats aux BRICS qui ont été tellement choqués par la position de l'Inde qu'ils se demandaient s'ils avaient envie de rejoindre les BRICS avec parmi les fondateurs un pays qui était aussi, entre guillemets, proche des positions du gouvernement Netanyahou que l'a été l'Inde. Mais on sent que c'est plus complexe. On mhm, sent que l'Inde, un peu à l'image de la Turquie, est effectivement très liée aux États-Unis et d'une certaine manière à l'Occident depuis longtemps, mais comprend l'intérêt d'avoir une relation sage, constructive et à long terme, à la fois avec la Russie, avec la Chine, avec le Pakistan, avec l'Iran, avec l'Arabie saoudite, en mhm. fait avec les BRICS au sens large. Et donc il y a une nouvelle tectonique de la géopolitique qui s'installe et avec la Russie qui est véritablement au centre.
alors que par rapport à l'Inde, c'est un grand pays par la surface, mais c'est un petit pays par la population, puisque la population russe, elle est 10 fois moins grande que la population indienne. Ouais, Et ouais. c'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, la principale difficulté pour la Russie, et ça va être la reconstruction de ces nouvelles républiques. Et on voit par exemple dans les discussions qu'il y a eu avec la Corée du Nord qu'un des aspects importants, c'est que des travailleurs coréens viennent aider à reconstruire le Donbass plus rapidement. Et Mhm, peut-être qu'il y aura le même type d'accord à terme avec l'Inde. Mais l'Inde, en réalité, ce qui s'est passé, ce que les Indiens ont vécu et ce que les Européens comprennent bien, c'est que c'est devenu une plaque tournante de l'or noir, en fait. mhm. C'est-à-dire que le pétrole russe passe largement par l'Inde, qui le raffine et qui renvoie du diesel, de l'essence beaucoup plus chère vers l'Europe. Donc l'Inde gagne énormément d'argent en étant un pays qui est neutre et donc en étant un pays, et c'était votre question, qui peut être un faiseur de paix. C'est-à-dire que l'Inde a jamais pris position contre la Russie, n'a pas pris position contre l'Europe. Donc c'est un pays qui est très courtisé et qui, en revanche, n'a pas fait d'éclat. C'est-à-dire que, à part par rapport à Israël, où la position de l'Inde a été clivante, sur tous les autres grands enjeux de notre époque, l'Inde reste très sage. Donc sur tout ce qui est wokisme, front en Ukraine, euh, même le climat, l'Inde est un pays qui D'accord. écoute de façon modérée. Donc, la position de la Russie en ce moment vis-à-vis de l'Inde et surtout les relations qui ont l'air d'être vraiment de confiance et amicales entre les présidents des deux pays, enfin les dirigeants des deux pays, montrent à quel point non seulement la Russie n'est pas isolée, mais qu'en réalité, elle a réussi dans cette période où elle était harcelée à construire des liens qui sont bien plus forts qu'ils ne D'accord. l'étaient Oh, avant l'opération spéciale. OK. On y reviendra parce que. Alors, j'aimerais vous soumettre un avis. Alors, commentant la visite du Premier ministre indien en Russie, Lon Hing-chon, c'est un professeur chinois très connu à l'École des relations internationales de l'Université d'études internationales de Sichuan, explique dans une déclaration à la presse, je cite, actuellement, l'Occident est plus enclin à enflammer les relations entre la Chine, la Russie et l'Inde pour tenter de semer la discorde entre les trois pays. En fait, l'Occident lui-même pourrait avoir plus de raisons de s'inquiéter car il espère que l'Inde s'opposera à la Russie en se joignant à l'Occident. Notons que la politique étrangère de l'Inde vise à maintenir un équilibre sans pencher complètement d'un côté ou de l'autre afin de poursuivre ses propres intérêts. Je crois que c'est ce que vous avez déjà effleuré dans votre réponse. Alors, êtes-vous d'accord avec cette analyse et l'Inde serait-elle prête à sacrifier ses positions stratégiques dans ses relations avec la Russie pour faire plaisir à ses partenaires occidentaux? Alors, vous l'avez évoqué dans l'introduction en disant que d'une part, le département d'État américain avait fait pression. Donc, quand on est un pays comme l'Inde, quand les Américains font pression sur vous, qu'ils évoquent des possibilités, ça sous-entend des possibilités de sanctions. Donc, on sait, hein, l'arme absolue, c'est le SWIFT, c'est le dollar, hein, qui reste la monnaie principale de référence des échanges internationaux. Et l'Inde est un pays qui est très ouvert aux échanges internationaux. Ils en ont besoin, c'est-à-dire qu'ils ne produisent pas assez d'énergie et ils ont besoin pour le développement de leurs exportations de beaucoup de l'Occident. Parce que les relations historiques entre l'Inde et la Chine, ce n'étaient pas des relations très fluides, donc ça le devient à l'intérieur des BRICS de plus en plus important, mais c'est pas, il y a une méfiance entre ces deux géants qui sont voisins. Mais ce que dit la personne que vous avez citée, c'est euh, pas simplement donc, le département d'État qui menace, c'est plus généralement l'Occident qui veut diviser les BRICS et les empêcher de prendre leur envol. Et on a vu qu'à chaque fois qu'il y a un événement clivant,
Et le gros événement clivant au sein des BRICS, c'est vraiment la position par rapport à Gaza, qui est très clivante entre l'Inde et, euh, et la Chine et la Russie, puisque la Chine et la Russie sont sur le message des frontières de 1967 et de deux États sur les frontières de 67, le droit international, alors que l'Inde est plus conciliante. Mais sur ce qui est des sanctions contre la Russie, la personne qui a été la plus engagée, c'est le président français Macron, qui a reçu plusieurs jours le président Modi et qui était là-bas également pendant plusieurs jours et qui n'a eu de cesse d'essayer de donner l'impression aux alliés de l'Inde que l'Inde était véritablement en train de passer du côté de l'Occident, puisqu'il y avait aussi eu toutes les médailles, tous les câlins, tous les mêmes choses avec le Brésil, puisqu'en réalité, c'est deux proies que l'Occident qui pensait que des maillons faibles à l'intérieur des BRICS, puisqu'on sent que l'Afrique du Sud, la Chine et la Russie, pour ce qui est des fondateurs d'origine, et maintenant l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et, L'Arabie le, l'Arabie Saoudite. et l'Arabie saoudite, exactement, sont beaucoup plus solides dans leur relation et dans leur volonté de rejoindre les BRICS que ne pourrait l'être le Brésil, qui est un peu, pour ainsi dire, le cul entre deux chaises, puisqu'ils sont en Amérique, même si c'est l'Amérique du Sud, et l'Inde, qui est traditionnellement à l'intérieur du Commonwealth, et on sait les positions de l'Angleterre, Canada, États-Unis, qui sont aussi dans le Commonwealth d'une certaine manière, donc ils sont liés ensemble. Et donc ce qui va se passer de toute façon, c'est que l'Inde va être la cible très forte. L'Inde a besoin en permanence de se rassurer avec de l'armement. Le fait d'être dépendant à 78% des d'Israël, Américains. donc indirectement des États-Unis, puisque rien ne peut être produit par les Israéliens sans avoir des accords de vente de technologie par les Absolument. Américains. Donc on sent que l'Inde euh, est dans une course contre la montre, parce que on sait également, ce qu'on a découvert pour ceux qui en doutaient avec l'Ukraine, mais également avec ce qui se passe à Gaza, c'est que la technologie américaine, même quand elle est vendue, elle continue à être contrôlée par les Américains. C'est-à-dire que tout ce qui est missiles, avions, bombes, etc., à tout moment, ils peuvent appuyer sur un petit bouton et tout ce que vous leur avez acheté ne sert plus à rien. De la même manière qu'avec l'argent. On a bien vu avec les Russes qui avaient beaucoup d'argent en monnaie américaine ou européenne numérique, et cet argent a été confisqué en un clic. Et là maintenant, les pays en question veulent se Alors, l'attribuer. Bertrand Et ça, Scholler, c'est vraiment ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire que euh, les Américains ont la possibilité de contraindre tout le monde, à part la Russie, qui, grâce aux sanctions de 2014, a vraiment appris à être protégé, entre guillemets, pour les sanctions. C'est pour ça que quand toutes les sanctions se sont abattues, la Russie a résisté, mais l'Inde, ce n'est pas le cas. L'Inde ne pourrait pas résister à des sanctions j'aimerais américaines. bien enchaîner une minute, s'il vous plaît, parce que ce que vous dites est très important et il coïncide avec la question suivante. Alors, les médias occidentaux se sont concentrés sur le fait que l'Inde a acheté pour 46,5 milliards de dollars de pétrole russe en 2023, alors qu'en 2021, le montant n'était que de 2,5 milliards de dollars. Je crois que la raison est claire, c'est ce que vous avez évoqué. Mais ce qui est important pour aller dans le sens de ce que vous avez dit, c'est que les deux chefs d'État, le président Poutine et le Premier ministre Modi, ont convenu d'atteindre un volume d'échanges mutuels de plus de 100 milliards de dollars d'ici 2030, c'est-à-dire sur une durée de 6 ans, de développer les règlements en monnaie nationale, d'optimiser les procédures douanières et d'augmenter le volume des marchandises. Il est envisagé aussi de développer la coopération dans l'industrie nucléaire, le raffinage du pétrole, l'énergie, la construction automobile et navale, le développement
et la fourniture de médicaments et d'équipements médicaux, ainsi que dans de nombreux d'autres domaines. Et la Russie et l'Inde ont convenu de développer une sécurité indivisible, c'est très important, en Eurasie, d'intensifier les processus d'intégration. Elles ont souligné la nécessité d'une résolution pacifique du conflit en Ukraine par la diplomatie et l'implication des deux parties. Alors, Bertrand Scholler, en ajoutant les résultats de cette visite à celle faite par Poutine en Chine, peut-on dire que le centre de gravité géopolitique et géoéconomique du monde est définitivement en train de basculer vers l'Eurasie? Alors, la réponse est oui. Je vais un peu détailler, mais juste le point que vous venez d'évoquer sur la résolution du conflit entre les deux parties. On avait entendu parler de cette conférence dite de la paix en Suisse. Oui. Il y avait un certain nombre de pays qui n'avaient même pas voulu s'y rendre, comme la Chine. Donc une conférence de la paix sans la Russie et la Chine concernant l'Ukraine, c'est déjà un peu compliqué. Mais l'Inde s'était rendue et l'Inde n'a pas voulu signer le communiqué final, de la même manière que l'Arabie saoudite et d'autres pays importants des BRICS, qui était déjà un signal très fort. C'est-à-dire que même les, les Occidentaux, entre guillemets, l'OTAN pour simplifier, en essayant de simplifier au maximum ce qu'ils voulaient avoir comme discours commun pour dire, vous voyez, on a tout ce front de pays face à la Russie et même face à la Chine, mais l'Inde n'a pas voulu apposer sa signature sur un document comme ça, même s'ils avaient accepté, entre guillemets, d'y aller. Donc oui, le centre de gravité change. C'est-à-dire que les BRICS aujourd'hui sont plus puissants économiquement et pas simplement en équivalent pouvoir d'achat, mais en chiffres du produit intérieur brut des différents pays au G7. Mhm. Donc déjà, ça c'est considérable économiquement, démographiquement, d'un point de vue surface géographique, mais surtout, et c'est vraiment une clé, c'est-à-dire que on voit ce que vous avez appelé l'Eurasie qui commence à exister. Et il faut savoir que ça, c'était l'inquiétude depuis toujours des stratèges américains. L'inquiétude la pire pour les États-Unis, c'est d'avoir un pôle comme ça qui se structure. Mais ça, c'est également l'inquiétude la pire pour l'Allemagne. Parce qu'en fait, l'Allemagne, qui était le moteur, la locomotive de l'Europe, l'Allemagne va tout perdre. La France, on n'était pas un pays industriel. Et d'ailleurs, c'est assez anecdotique, mais la manière avec laquelle le candidat choisi par Trump pour être vice-président, et on passe en boucle en ce moment dans les médias, où il raconte qu'en fait, l'Europe est devenue un vassal des États-Unis qui est complètement désindustrialisé. Et les États-Unis ne peuvent pas souhaiter de ce type d'alliés. Elle a besoin d'alliés forts. Et on se rend compte que la Russie et la Chine sont en train de rallier à eux des alliés forts. C'est-à-dire que les Américains avaient une tendance à avoir des alliés très faibles et vassaux, mais ça fonctionnait parce que les Américains étaient super puissants. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que la politique, la géopolitique, la diplomatie des Russes et des Chinois, et j'insiste bien sur ce binôme, puisque c'est vraiment un binôme qui est en marche très très fort depuis la visite de Xi en Russie, mais aussi la visite de Vladimir Poutine en Chine récemment, et puis il y a eu des visites de premiers ministres. On a des acteurs forts qui s'unissent, mais en bonne intelligence, c'est-à-dire que il n'y a rien de collectif qui est imposé. Et vous venez de le dire dans la transition, c'est que toutes les négociations se passent pays par pays. Ben oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas dit que tout le monde doit travailler de la même manière comme au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire il y a des choses que les Indiens et les Russes ont intérêt à faire ensemble et ils vont le faire ensemble parce que ça profite aux deux. Mais ce que les Indiens et les Russes veulent faire ensemble n'aurait pas de sens entre les Russes et les Brésiliens. Mais ce qui a du sens, et c'était la clé véritablement de toute cette stratégie des BRICS avec la banque des BRICS, etc., c'est pas de remplacer le dollar, c'est d'apprendre aux pays et de leur donner les moyens de se passer du dollar et de l'euro et de redonner une force à leur monnaie nationale. Et ça, c'est quelque chose de clé
Parce que si vous imaginez 100 milliards d'échanges réciproques, donc 200 milliards de monnaie, entre guillemets, qui circulent entre l'Inde et la Russie, mais vous avez 3 ou 4 fois plus entre la Chine et la Russie, et qui est à 80% maintenant en monnaie nationale. Et vous avez la même chose entre le Kazakhstan et la Russie. Et vous avez la même chose entre le Pakistan et la Russie. Vous commencez à avoir la même chose avec l'Arabie saoudite. Vous avez la même chose avec l'Iran. Et là, Mhm. c'est quasiment 100% ou 95% entre l'Iran et la Russie. Et ces échanges qui doublent sur quelques années. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est dans une mise à mort, entre guillemets, de par cette intelligence du dollar, mais doucement. Doucement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la violence qui aurait pu créer le chaos économique. Et c'est toute la sagesse de cette force tranquille qui commence à s'unir de ces pays-là, c'est qu'ils ne veulent pas créer le chaos. Au contraire, ils ne veulent pas que les États-Unis s'effondrent, parce que sinon il y aurait la guerre. Ils ne veulent pas que l'Europe s'effondre. D'ailleurs, ils ne comprennent pas pourquoi l'Europe s'auto-suicide. Vous Mhm. savez, c'est l'idée, ils se sont tiré une balle dans le pied, ensuite ils se sont tiré une balle dans le ventre, et maintenant ils se tirent une balle dans la tête. Dans C'est la tête, oui. aberrant. C'est-à-dire que les Russes, les Chinois, les Indiens font tout pour que l'Europe reste une grande Europe qui est puissante et qui comprend qu'elle est en train de se suicider. Mais les dirigeants européens veulent ce suicide. Et les peuples continuent à élire dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on voit l'évolution des élections, c'est fou. Absolument. Alors, Bertrand Scholler, une dernière question pour cette première partie. Justement, pour aller dans le sens de votre dernière phrase, l'OTAN, selon beaucoup d'analystes, a peur de la probable présidence de Donald Trump et adapte donc son agenda. Et dans le même temps, tout le monde, à l'exception du dirigeant hongrois Orban, soutient pleinement les combats en Ukraine. Il n'y a aucun signe de volonté de faire pression sur Zelensky pour forcer les négociations. Et d'ailleurs, c'est ce qui le consolide cette idée-là, c'est justement les résultats des élections européennes et législatives. Alors, les Européens sont également terrifiés à l'idée d'être lâchés par les Américains en ce qui concerne leur défense, notamment face à la Russie. Et la première ministre estonienne, et c'est là je voulais en venir, Kaja Kallas, nouvellement nommée chef de la politique étrangère de l'Union européenne à la place de Joseph Borrell, dans un discours prononcé aux côtés du chef sortant de l'OTAN, Stoltenberg, a déclaré: nous devons définir la victoire comme notre objectif dans la guerre, c'est-à-dire en Ukraine. Car vous ne pouvez pas gagner une guerre si la victoire n'est pas définie comme l'objectif. Voilà, donc le temps est donné. Alors, face au renforcement des relations stratégiques entre les trois grandes puissances des BRICS, Russie, Inde et Chine, comment analysez-vous la situation politique dans les pays occidentaux, notamment dans le contexte des élections européennes plus législatives en France et au Royaume-Uni? Et quelle est votre lecture des tentatives d'assassinat de Trump et du Premier ministre slovaque? Alors, et ça, c'est pas neutre, hein. Il y a aussi eu la mort du président Raisi et de son Absolument. ministre des Affaires étrangères. Et l'Inde a montré, pas l'Inde, l'Iran a montré sa capacité, malgré ce choc, à faire des élections dans le calme et à élire un nouveau président plutôt modéré qui va pouvoir suivre la politique diplomatique de Raisi. Donc, ce que je disais en transition, c'est que finalement, les pays qui sont présentés souvent comme l'axe du mal, les dictatures, etc., sont les pays qui ont une grande diplomatie, puisqu'on voit l'Iran qui se rapproche de l'Arabie saoudite, la Turquie qui se rapproche de la Syrie qui est revenue au sein de la Ligue arabe, l'Arabie saoudite qui s'est vraiment distanciée à la fois d'Israël et des États-Unis, alors que beaucoup pensaient qu'il y aurait un rapprochement entre eux, etc. Alors qu'à l'inverse, l'Europe, qui jusqu'à présent était vue comme un- un- une région du monde qui aidait à la paix, hein, on se rappelle de la position de l'Europe en 91 pendant la guerre du Golfe, le discours de Villepin, etc., est devenue l'apôtre de la guerre. Parce que Kaya Kallas
alors que les élections dans les différents pays européens pour l'Union européenne avaient montré une volonté des peuples d'élire des mouvements patriotiques et donc des mouvements qui voulaient moins d'Union européenne, moins de guerre, un peu à l'image de Donald Trump aux États-Unis. Et malgré cette vague de patriotisme et de sortie de ces guerres, eh bien, l'Union européenne reconduit, on saura aujourd'hui van der Leyen, mais il y a des grandes chances qu'elle soit reconduite. La diplomate en remplacement de Borrell, c'est Kaja Kallas, qui est très russophobe, et on pourrait détailler, mais on ne va pas le faire. Et le Et futur on y président du reviendra dans Parlement, la deuxième partie. On et y le reviendra futur dans un président, point, parce que c'est important. oui, le futur président du Parlement européen est Oui. le Portugais. euh, alors j'ai plus son nom, le Premier ministre actuel du Portugal, de gauche, et qui est l'ancien maire de Lisbonne, et qui est quelqu'un de très LGBT+, de très woke, etc. Donc sur tous les sujets, on a une Union européenne qui est contre, mais brutalement contre les positions de la Russie sur le wokisme, LGBT+, la guerre, pas de diplomatie, la victoire, alors que la Russie ne fait que demander la paix, Mhm. D'accord, alors qu'il pourrait gagner facilement. d'accord. Alors, j'aimerais quand même continuer un peu sur ce que vous avez développé lors de la dernière question et vous redonner un peu, mais en allant un petit peu loin. Alors, il y a quelques mois, la même Kaja Kallas s'est même prononcée en faveur de l'éclatement de la Russie. Donc, il ne s'agit pas juste de soutenir l'Ukraine, mais là, c'est vraiment le plan lui-même qui est des mondialistes depuis des décennies, qui est décliné. Et elle dit, je cite, la défaite de la Russie ne serait pas si grave. Il y aurait alors un véritable changement. De nombreuses nations font partie de la Russie. S'il y avait plus de petits États, la situation ne serait pas si mauvaise. Ce n'est pas si mal qu'une grande puissance devienne beaucoup plus petite. Donc, a-t-elle affirmé, fin de citation. Les dirigeants de l'OTAN sont convaincus, selon beaucoup d'analystes, que Biden ne prend pas de décision en ce moment, de toute façon, vu son état de santé. Et puis, l'appareil de la Maison-Blanche fonctionne et a permis à l'establishment de la politique étrangère de faire ce qu'il veut en Ukraine, ou, à Dieu ne plaise, aller dans le sens de la déclaration que Kaja Kallas a fait. Alors, si Trump n'est pas élu et que Biden est réélu, le même groupe de personnes du Pentagone, du département d'État et du Conseil de sécurité nationale restera autour de lui. Et franchement, ce que souhaitent les alliés de l'OTAN, c'est que les États-Unis continuent de couvrir la part du lion des coûts de défense, qu'ils soient de la guerre en Ukraine ou pour la défense de tous les membres de l'OTAN. Alors, Bertrand Scholler, si Trump venait à être élu en novembre aux États-Unis, pourrait-il contrôler cet appareil de l'État profond pour mener sa politique, contrairement à ce qui s'est passé lors de son premier mandat? Parce que là, Trump dit que s'il venait au pouvoir, il arrêterait le conflit en Ukraine. Et avec l'orientation de l'Union européenne et les intérêts du complexe militaro-industriel US promu par l'OTAN, peut-on imaginer que les mondialistes sont en train de préparer le chaos pour plomber la présidence Trump en cas de victoire de ce dernier, c'est-à-dire pour lui laisser le conflit armé pour qu'il se débrouille une fois qu'ils ont engouffré tout le monde dans la brèche. Alors, dans l'introduction, ce que vous aviez bien montré, Kamal, c'est que il y a un nombre, c'est comme un feu d'artifice d'événements qui se Oui, passent dans le monde entier dans la même période. Et si vous vous rappelez cette phrase lors de la rencontre à Moscou entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, où Xi Jinping était venu juste après son élection, il avait dit, on vit une époque où il se passe autant de choses en quelques mois qu'il s'en est passé pendant plusieurs centaines d'années. oui, Et on se rend compte à quel point ils avaient raison, puisque depuis, ça n'a eu de cesse de s'accélérer. Il vient de se passer un événement majeur
dont on n'a pas reparlé ensemble depuis l'introduction de cette Mhm. émission d'aujourd'hui, et vous avez parlé de la tentative d'assassinat qui a échoué sur Donald Trump. Absolument. Et qu'est-ce que ça nous dit, cette tentative d'assassinat? Ça nous dit, et peu importe, il y a toutes les théories les plus folles qui circulent, moi j'en reste sur les théories sérieuses, Mhm. c'est-à-dire que Trump allait être tué, qui a eu, alors il y a des personnes qui parlent de miracle, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, puisque le tireur avait été vu avant, il n'a pas été désarmé, il n'a pas été blessé, il a été tué après avoir tiré un certain nombre de balles, il y a eu des morts, enfin, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire cet épisode? Et on voit bien sur les réseaux sociaux américains, etc., c'est cette envie de préparer en fait une explosion de guerre civile. Parce que les gens qui détestent Trump le détestent encore plus. Ils disent, à cause de cet événement, Trump montre à quel point même des gens qui l'aiment bien ont envie de le tuer parce qu'ils le considèrent comme dangereux. Donc vous avez cette petite musique. Et d'autres personnes qui disent, Trump va tellement bien faire le bien et stabiliser le monde et faire des paix que ceux qui veulent la guerre veulent le tuer. Mais au milieu, vous avez des mouvements, on a bien vu Black Lives Matter, etc., qui sont très richement dotés par la famille Soros, très richement dotés par d'autres, et qui se disent, si Trump passe, c'est entre guillemets une catastrophe pour également notre vision des choses. Euh, D'accord. C'est et global. les mouvements LGBT+ se disent la même chose. Et donc, Et il le n'y a plus de complexe limite maintenant. militaro-industriel surtout. Voilà, exactement. Il n'y a plus de limite. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vu qu'il y a une tentative d'assassinat d'un président, d'un ancien président, avec autant de laxisme, manifestement des services secrets, et puis on parle d'un des tireurs d'élite qui se serait suicidé, est-ce qu'il s'est suicidé, est-ce qu'il a été aidé à se suicider, enfin, on est vraiment juste au début d'un cycle de déstabilisation de la société américaine. Parce que vous savez, quand il y a un choc comme ça, après le choc, il y a l'effroi, donc les gens se replient sur eux-mêmes pour essayer de comprendre, et ensuite, ça recommence à bouillir, en fait, mais beaucoup plus fort qu'avant. Et donc, à nouveau, c'est pour ça qu'on a entendu les positions. D'ailleurs, Dimitri Peskov a dit, mais on savait tous que ça risquait d'arriver. Et d'ailleurs, en Russie, on sait également que Vladimir Poutine est une cible. Et d'ailleurs, Zelensky, lors des 75 ans de l'OTAN, où il était présent, a déclaré face caméra qu'il était très intéressé par un assassinat de Vladimir Poutine. Vous imaginez un président de pays qui parle de régler les choses en tuant un président ou un candidat. Et vous avez cité Fico, vous avez cité Orban quand même, qui a eu un accident très bizarre en Allemagne il y a quelques jours. Je peux On a rajouter une... aussi le mari de la députée italienne qui a frontalement attaqué les manipulations et les fraudes lors du Oui, Covid-19, retrouvée sous un pont mort, exactement. bizarrement mort. Non, mais c'est fou. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une Far époque West, qui n'a jamais Far West au existé. XVIIIe siècle. Vous savez, Kamal, moi, ça me rappelle cette période où il y a eu beaucoup de diplomates russes qui sont morts. Un ambassadeur russe en Turquie, le représentant russe aux Nations Unies. Il y a eu toute une période, et je me rappelle qu'après, en fait, les avions russes, ils étaient toujours protégés par des escadres d'avions quand ils se déplaçaient pour aller aux États-Unis, partout. Mhm. Mais ça s'était calmé. On revient dans une période, comme vous dites, de Far West, parce qu'en réalité, jamais plus qu'aujourd'hui, quelques dirigeants sont en train de faire basculer l'équilibre des forces. Quand vous avez un Orban, quand vous avez un Fico qui bénéficient de la crédibilité d'être président de leur pays à l'intérieur de l'Union européenne et qui disent un message rationnel et logique que peuvent comprendre les peuples, mais c'est terrifiant. Quand vous avez Trump qui dit la paix est possible, et on ne peut pas prêter Trump de russophilie ou d'amour de la Chine. Il en a pas, il a La d'amour pour Chine, les États-Unis. notamment Non, la mais Chine. oui. Et ils ont essayé de faire des enquêtes. Et vous savez, le rapport Durham a conclu qu'il n'y avait jamais eu aucune proximité d'aucune sorte entre Donald Trump et la Russie. Mais Donald Trump, Justement, Bertrand Scholler,
Juste une petite brèche, s'il vous plaît. Heu, et d Justement, c'est-à-dire ceux qui ont tenté de déstabiliser Trump durant tout son premier mandat, c'est-à-dire la CIA et le FBI qui étaient responsables de Ouais. toutes, ces enquêtes, ce sont eux qui sont responsables de l'enquête, de cette tentative d'assassinat. Oui, c'est le pompier C'est comme pyromane, en fait. confier au loup, la sécurité du poulailler. C'est exactement, c'est pompier pyromane, c'est délirant. C'est-à-dire, et puis il se passe vraiment tellement de choses. Trump vient d'être condamné par un jury populaire. Mmh. Il attend sa peine. Enfin, le débat entre Trump et Biden a été catastrophique pour Biden. Il y a d'autres procédures qui arrivent contre Trump, mais il y a la Cour suprême qui a dit quand le président commet des actes dans le cadre de son mandat, et donc on a maintenant un débat sur est-ce que c'est dans le cadre de son mandat qu'il a fait telle ou telle chose. Enfin, tout est très très complexe, mais ce que moi j'ai découvert, parce que je ne suis pas un expert en armes à feu, c'est qu'en réalité, un bon tireur d'élite avec les armes actuelles et les moyens de visée actuels, il peut faire un carton à 500 ou 1000 mètres très facilement. Absolument. Donc, on découvre à quel point tous les candidats, tous les présidents sont nus face s'ils sont mal protégés. Ouais. C'est-à-dire que si les systèmes de protection ne sont pas adaptés, et, et, et donc, c'est terrifiant ce qui se passe actuellement. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui disent: «J'avais pas de limite». D'ailleurs, le Covid sort d'un laboratoire. «J'avais pas de limite», c'est les comiques russes, entre guillemets, vous savez, qui font les fausses interviews et qui ont réussi à avoir Angela Merkel et François Hollande qui disaient: «Mais on n'a jamais voulu signer les accords de Minsk, on voulait gagner du temps». On a tous ces gens-là qui ont montré leur vrai visage au cours des derniers mois. Mais comme le disait Vladimir Poutine dans son interview avec Tucker Carlson, qui était vraiment une interview très importante. Mmh. Il disait, face à la puissance des médias occidentaux et leur coordination et leur capacité à mentir, etc., on ne peut rien faire d'autre qu'essayer de montrer avec le temps qui on est. Mais même ça ne suffit pas. Et il a fait une autre interview, peut-être encore plus importante, avec un média russe, et il conclut quand même en disant que le bal des vampires est bientôt terminé. Alors je sais que même pour les Russes, ça doit être très déstabilisant d'entendre Vladimir Poutine utiliser le mot vampire. Vladimir Poutine, c'est pas quelqu'un comme peut l'être Donald Trump ou autre, qui sort des mots de son chapeau sans y réfléchir, alors Ouais. qu'ils ont une portée bizarre. C'est Alors, quelque chose qui a beaucoup de sens par rapport à toute cette expression d'assassinat, de lavage de cerveau des peuples, etc. Parce que c'est ça qui se passe. Et vous absolument. parliez aussi de l'Afrique. Il y a une tentative d'assassinat contre Traoré, qui est en Ouais. charge en ce moment du gouvernement de transition au Burkina Faso et qui est une des personnes les plus respectées en Afrique par les peuples africains aujourd'hui, Absolument. comme l'a été Alors Sankara en Iran. maintenant, Bertrand Scholler, en partant de tout, ce magma où, où tout est en ébullition, où il y a énormément d'événements, j'aimerais bien qu'on prenne un peu l'altitude, pour expliquer à nos auditeurs, les principes, c'est-à-dire supérieurs par rapport à ça, qui vont déterminer la réalité s'il y a des excès. Alors, le 21 février 2023, et c'est très important, dans son discours adressé au Parlement russe, Vladimir Poutine a annoncé sa décision de suspendre la participation de la Russie au dernier traité, l'alliant aux États-Unis, relatif au contrôle du désarmement nucléaire New START. Les trois raisons essentielles avancées par le chef de l'État russe justifiant sa décision, c'est une, la défaite stratégique de la Russie voulue par les élites politiques occidentales et l'OTAN. Deux, l'implication de l'OTAN dans les tentatives ukrainiennes de frappe contre les bases de l'aviation stratégique russe, où sont stockées des armes nucléaires. La troisième, la nécessité que le Royaume-Uni et la France intègrent également ce traité, étant donné qu'ils sont des puissances nucléaires et membres de l'OTAN et bénéficient aussi du parapluie nucléaire américain. Alors, ce magma
Et dans ce contexte, ce genre euh, d'action irréfléchie et irrationnelle, et notamment celle des attaques sur les radars russes d'alerte Oui, précoce, très important. pas n'est-il pas un pas ferme vers l'abîme nucléaire? Parce qu'en réalité, moi je pense que, et c'est ce que Poutine, le président Poutine a dit plusieurs fois, et pas mal de penseurs en stratégie russe, que s'il faut, il va falloir baisser le seuil de la doctrine nucléaire russe et passer à des frappes nucléaires tactiques pour expliquer à ceux-là c'est-à-dire qui avancent sans réfléchir comme des somnambules, que leurs actions peuvent avoir des conséquences dramatiques pour tout le monde. Alors, dans la première partie de notre entretien, Kamal, on avait parlé de Maria Callas et vous rappeliez qu'elle l'expliquait avec l'ancien patron de l'OTAN, Stoltenberg, qu'il fallait une victoire Mhm. dans la guerre, entre guillemets, contre la Russie, puisque l'OTAN et tous ces gens maintenant disent clairement qu'ils sont en guerre, même s'ils disent en même temps qu'ils ne sont pas en guerre. Donc, Ouais. c'est des fautes de langage permanentes, mais dans le magma, comme vous dites. Donc, c'est Mark Rutte, le nouveau patron, et qui est un premier ministre démissionnaire pendant 1 an de la Hollande, des Pays-Bas. Mais euh, on ne peut pas gagner contre une puissance nucléaire qui ne veut pas perdre. C'est déjà un préalable. C'est-à-dire que la Russie a toujours dit, et Vladimir Poutine a toujours dit, qu'un monde sans la Russie De était un l'intérêt. monde qui n'avait pas de sens pour la Russie. Sous-entendu, si la Russie doit disparaître, le monde n'a aucune raison de continuer à exister. C'est quand même un message qui est d'une limpidité incroyable. Donc, attaquez-nous nucléairement avec le risque de détruire la Russie. On considéra que le monde a décidé qu'il devait disparaître aussi. Donc, c'est vraiment, vous savez, la grenouille et le scorpion où la grenouille fait traverser une rivière à un scorpion et au milieu de la rivière, le scorpion pique la grenouille et en fait, ils vont tous les deux mourir, mais c'est plus fort que lui. Et donc, dans cette course de vitesse, dans laquelle est également Trump, Trump n'arrête pas, si vous écoutez Trump depuis le début de l'opération spéciale, de dire qu'avec un président défaillant comme Biden, avec des États-Unis entre les mains des faucons, ce que Trump avait réussi à éviter puisqu'il n'y avait pas de guerre sous son mandat. Il avait mis des faucons, mais qui étaient très contrôlables, parce qu'en fait, ils faisaient tellement peur aux autres, tellement ils étaient des fous de guerre, que les autres faisaient la paix tout de suite. Mais il le dit, Trump, en s'amusant, en disant, mais j'ai pris un tel et un tel parce que c'était comme des épouvantails. Mais évidemment, c'était pour négocier plus vite, pour éviter une guerre, puisque c'est un joueur de poker. Mais Trump n'arrête pas de dire, on est au bord de la guerre nucléaire. Et quand il y a eu ces radars qui sont tombés, conjointement avec la mort du président iranien, qui décollait de l'Azerbaïdjan, qui est quand même le pays où il y a la seule base militaire israélienne et Mossad hors d'Israël, puisque c'est en Azerbaïdjan qui est le principal partenaire économique dans le domaine des hydrocarbures d'Israël. Et tout ça passe par la Turquie. Alors la Turquie a un discours un peu étonnant, mais ce que je veux dire, c'est que quand les radars russes dont vous venez de parler, vous aviez parlé en introduction, ont été détruits, en fait, ils sont dirigés vers cette région du monde. Et dans cette région du monde, il y a une puissance nucléaire qui est Israël, c'est la seule. Il y a une puissance importante qui a beaucoup de missiles, missiles balistiques, c'est l'Iran. Les deux pays se font face et on sait très bien qu'il y a eu un envoi massif de missiles de l'Iran vers Israël et qui était vraiment pour montrer la détermination des Iraniens. Enfin, on va parvenir, ça a beaucoup d'encre à couler là-dessus. C'était suite à l'assassinat ciblé par avion de personnes qui étaient présentes dans l'ambassade, enfin dans le consulat iranien à Damas. Mais il y a eu une vraie inquiétude sur si jamais il y avait une vague de missiles qui allait vers la Syrie ou vers l'Iran d'Israël, est-ce que les Russes pourraient
protéger leurs partenaires, puisqu'il y a des partenariats stratégiques. Et surtout en Syrie, la Russie a une base aérienne et un port qui sont stratégiques pour la Russie, puisque c'est un port en eau chaude. Donc il y a Sébastopol, mais c'est compliqué, Sébastopol avec les détroits turcs. Mais depuis le port de Syrie, en revanche, la Russie a vraiment un point d'attache pour la Méditerranée, qui est encore une mer très importante, comme on a vu avec ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours à Gaza. Et donc, les Russes sont pleins de fronts. Il y a le front avec l'OTAN en Ukraine, il y a la stabilisation du proche Moyen-Orient, puisque la Russie est très proche de la Syrie et de l'Iran et à l'intérieur des BRICS de l'Arabie saoudite et peut-être un jour même de l'Égypte. Enfin, on ne sait pas vers où va aller l'Égypte, puisqu'il s'intéresse aussi aux BRICS, comme l'Algérie, comme d'autres pays de cette région. Et donc, on est dans la Chine, la Russie, l'Inde, c'est ce qu'on a dit dans la première partie, qui veulent aller très très sérieusement vers la diplomatie, puisque le président russe, le ministre des Affaires étrangères russe ne cesse de dire que la paix est toujours sur la table. Il suffit qu'il y ait une volonté en face et la paix sera obtenue très rapidement, ce qui est compatible avec ce que Donald Trump dit. On peut faire la paix en Ukraine en 24 heures. Il suffit de s'écouter les uns les autres et de trouver une solution. Même Zelensky, bah, selon les moments, commence à admettre que finalement, il pourrait y avoir un changement de frontière. Donc, sous-entendu, si on pouvait garder l'argent confisqué aux Russes, pourquoi pas perdre le Donbass? Enfin, on sent que ça pourrait ressembler à ça. Je pense que pour les Russes, enfin, ils ont acté que malheureusement cet argent risquait de leur être volé, même si l'Arabie saoudite a dit si cet argent est volé aux Russes, ça aura des conséquences sur l'euro. Alors, ils n'ont pas dit ça pour le dollar, mais sous-entendu, si les Européens s'approprient, volent l'argent des Russes, on considère qu'on ne peut plus faire confiance à l'euro, nous en tant qu'Arabie saoudite. Et donc, on a une guerre totalement hybride. Mais il faut se rappeler de la grande guerre qui a eu lieu en 2020, même si ça peut encore choquer beaucoup d'auditeurs, et qui était une guerre biologique. Et une des raisons pour lesquelles les Russes sont allés très vite, très fort dans l'opération spéciale en Ukraine, c'était les nombreux biolabs présents dans le pays. Absolument. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de biolabs, et 26. ça, c'est quelque 26 chose, déjà ouais, identifiés. c'est Identifiés et quelque chose déclarés qui est même par très Victoria dangereux. Nuland elle-même. Ouais, quelque chose qui est très, très dangereux. C'est-à-dire que l'arme nucléaire est dangereuse, mais l'intelligence artificielle pourrait le devenir. Donc, on parle souvent d'attaques Et dans ce monde. Bertrand Scholler, euh, dans la vision géopolitique américaine, les traités de non-prolifération nucléaire, salués par les médias comme une avancée vers une paix pérenne, ne sont que des accessoires rejetés Oui. dès qu'ils interfèrent avec les objectifs de l'Empire. Et ce qui le montre d'ailleurs, c'est que George Walker Bush se retira du traité antibalistique de mai 1972 afin d'installer des missiles antibalistiques en Roumanie au motif qu'il découragerait l'Iran d'attaquer ses voisins, alors que leur objectif est de détruire les missiles balistiques russes en cas de conflit nucléaire. Et de la même manière, Donald Trump dénonça le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le FNI, de décembre 1987, afin de placer des tels missiles sur le pourtour de la Chine. Alors, évidemment, ni les Russes ni les Chinois ne sont dupes de ces tactiques et de ces justifications. Alors, ainsi, au vu de ces événements actuels, est-il légitime, possible de penser que Washington pourrait réfléchir à l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine? Alors, Oui, mais vous l'avez très bien dit en introduction, Kamel, vous avez parlé d'autres puissances nucléaires au sein de l'OTAN. Et vous avez cité la France et l'Angleterre.
Et donc, on sait très bien que les États-Unis, enfin, on sait très bien, ou on peut avoir observé au fil des années, utilisent toujours des guerres par l'intermédiaire d'autres. Euh, euh, que Oh, ce soit en Yougoslavie, maintenant en Ukraine, c'est avec le sang d'autres. Et quand les Américains sont allés en Irak, avant d'envoyer des bottes sur le sol, ils ont détruit l'Irak. Ils ont détruit les infrastructures, ils ont tout détruit. Il y a eu plus d'1 million de morts. Enfin, on parle d'1 million, 1,5 million morts, femmes, enfants, etc. Donc, les Américains ne risquent jamais, d'abord, ils s'attaquent jamais à des adversaires qui pourraient les atteindre. Et s'ils s'attaquent à des adversaires qui pourraient les atteindre, ils le font toujours par l'intermédiaire de quelqu'un. Et donc, les Coréens ou les Iraniens ne sont plus dupes maintenant. C'est-à-dire qu'ils savent que quand il leur arrive quelque chose, s'ils ne menacent pas directement les Américains et qui font semblant de croire que ceux qui les agressent sont ceux qui ont l'air de les agresser, quand il y a des attentats terroristes à la frontière avec le Pakistan, en réalité, ce n'est pas le Pakistan qui est à l'origine de ça. Les gens qui suivent savent que le Mossad pourrait être impliqué, que les États-Unis pourraient être impliqués, que le MI6 pourrait être impliqué. Et c'est vrai partout, en fait. La guerre civile au Kazakhstan, qui a eu lieu un peu avant l'opération spéciale, ce qui se passe en Géorgie, ce qui se passe en Arménie, ce qui se passe partout. Donc, les Américains pourraient utiliser un autre pays, donc l'Angleterre ou la France, pour faire ce pas fatal. Et d'ailleurs, toujours pareil, Vladimir Poutine l'a évoqué plus d'une fois. Vous l'avez dit très clairement dans l'introduction en disant il faudrait que ces pays fassent partie des mêmes traités. Bon, ça, je n'ai pas entendu Vladimir Poutine le dire, mais Vladimir Poutine dit toujours quand on parle d'un risque nucléaire, il dit mais les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir des armes nucléaires qui menacent la Russie. Et il dit, sans le dire, mais on comprend bien qu'aujourd'hui, le pays le plus vindicatif, c'est la France. La France qui veut envoyer des troupes de l'OTAN, la France qui veut envoyer des troupes de la France, la France qui va envoyer des Mirages, et donc qui a encouragé qui veut l'accélération mettre d'envoi. sa dissuasion nucléaire au service de Exactement. l'Union européenne, ce qui veut dire de l'OTAN. Exactement. Exactement. Et là, vous avez tout dit. Donc, donc on a très peu d'armes nucléaires. La France, peut-être, on a 220 ogives nucléaires. Peut-être qu'il y en a la moitié qui sont véritablement opérationnels. On ne sait pas combien on a de sous-marins, etc. Mais on en a assez pour faire des dégâts, voire même pour faire un false flag. Euh, et donc, on est véritablement euh, aujourd'hui, et c'est mon pays, donc c'est très malheureux de le dire, dans, dans un rôle très, très négatif pour la stabilité du monde, alors que tous les Français, jusqu'à là, on était fiers d'être le pays qui tempérait. Et je crois que dans le monde entier, malheureusement, les pays ne perçoivent pas encore ça. Et ce qui s'est passé avec les législatives récentes, où le président français était présenté partout comme un barrage contre le fascisme, etc., a redoré le blason de ce président, lui redonne une image sympathique dans le monde entier, alors qu'en réalité, il est celui qui déstabilise de plus en plus le monde. La France, on se rappelle les émeutes en France, on se rappelle l'incendie de Notre-Dame. Là, il y a quelques jours, il y a eu l'incendie de la flèche de la cathédrale de Rouen. Mais tout ça, je sais que ça peut paraître très symbolique aux gens qui nous écoutent, mais ce n'est pas du tout symbolique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir d'avoir autant de monuments chrétiens qui brûlent. C'est c'est quelque chose qui est ou qui sont détruites, etc. Et donc, on est dans une perte de valeur, dans une perte de repères. Ça, vous avez le vice-président de la Douma, Tolstoï, qui le dit souvent en parlant de la France, et qui parle du banquier des ténèbres. Donc Vladimir Poutine avait parlé de la fin du bal des vampires, le banquier des ténèbres. Donc je suis désolé parce que je sais que ça peut perturber beaucoup d'auditeurs de frôler l'eschatologie. Mais Mais, Vladimir Poutine en dit, réalité, quand on arrive justement au risque
au risque nucléaire, Oui, qu'il il faut soit revenir à ça. tactique ou dans la suite stratégique, c'est l'eschatologie elle-même. Exactement, Alors, exactement. Bertrand Scholler, une dernière question, s'il vous plaît, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On a l'arsenal chinois n'est encadré par aucun traité, ce qui laisse à la Chine la possibilité de produire, stocker et déployer autant de missiles nucléaires qu'elle le souhaite, tout en opposant une fin de non-recevoir aux tentatives américaines de nouer un dialogue, soi-disant stratégique, avec eux en matière de contrôle des armements. Et Pékin a mis à profit la dernière décennie pour développer sa triade nucléaire avec des nouveaux missiles. Alors, ma question, et il nous reste 2 minutes, la mise en service de nouvelles armes hypersoniques et l'assistance que Moscou compte fournir à la Chine en vue de la construction d'un radar d'alerte avancé, annoncé par le président Poutine en octobre 2019 lors du forum de Valdai, augure-t-elle d'une coopération dans ce domaine à laquelle l'Inde et l'Iran s'associent contre l'hégémonie occidentale et avec tous les risques que cela pourrait comporter. Alors, 2 minutes, s'il vous plaît. vous, vous avez insisté, Kamal, sur le côté radar. Vous avez insisté aussi sur la complète liberté que prennent les Chinois. Alors, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui était très fascinante et qui montrait des usines de construction à la chaîne en Chine de missiles hypersoniques, comme on construit des voitures. Sachant qu'en France, on a du mal à construire des obus pour nos canons César. Alors, c'est compliqué, hein, les obus de canon César, il y a des charges, etc. Donc, pour vous donner une idée, aujourd'hui, du décalage entre la vitesse à laquelle la Russie et ses partenaires développent des moyens de protection, puisque ça y est, le déploiement des S-500 a commencé en Russie. Donc, c'est la génération nouvelle de C'est missiles antimissiles. oui, de missiles antimissiles de défense. La Russie vient d'annoncer qu'elle allait en vendre, pas des S-500, mais des S-400 ou S-300 évolués à l'Iran, Mhm. puisque maintenant l'Iran est plus sous les conséquences des sanctions sur un certain type de missiles. Puis de toute façon, ils en produisent eux-mêmes. Ils ont dit la même chose avec la Corée du Nord. Donc, avec la Chine, on voit bien qu'aujourd'hui, la Chine étant sortie du mondialisme depuis en fait, dans un cycle qui a commencé il y a 10 ans avec l'arrivée de Xi Jinping, la mentalité des dirigeants chinois aujourd'hui du Parti communiste, mais ça peut rechanger. Hein. C'est Mhm. pour ça que c'est important d'être prudent et c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent en Chine sont dans la même réflexion que les Russes, c'est-à-dire calmer, montrer la force, mais ne pas l'utiliser pour dire bah, on disparaîtrait tous si on utilisait ça. Donc soyez sages, soyez raisonnables, arrêtez de croire que vous pourriez, juste en tuant un président ou en envoyant une bombe sur Moscou, vous en tirer sans conséquence. On n'est pas les Japonais. C'est-à-dire, on n'aura pas Hiroshima et Nagasaki sans faire New York, Washington, Seattle, etc. Et donc, plus il y a de pays sages, déterminés dans la diplomatie et qui ont une force tellement grande qu'il est déraisonnable de s'opposer à leurs demandes naturelles, comme Taïwan pour la Chine. Alors je sais que ça peut beaucoup choquer, mais la Chine n'a jamais varié d'un iota sur Taïwan depuis toujours. C'est-à-dire que les Chinois considèrent que D'accord, Taïwan fait partie intégrante de la Chine, d'accord. de la même manière que la Russie n'a jamais varié sur la Crimée et sur Sébastopol. Ce qui rend justement une quelconque tentative d'attaque catastrophique pour le monde entier. Donc, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Bertrand Scholler, je vous remercie encore une fois pour tous ces éclairages et ces analyses. J'espère que nous avons réussi à éclairer un peu cette situation avec ses multiples facettes et ses probables conséquences. J'espère qu'il n'y aura aucune. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.